Moi, j'ai totale confiance dans ce qu'il va vous présenter. Et on a différentes thématiques qu'on aimerait bien vous proposer tout au long de l'année. On sait que c'est quelque chose qui va vous parler. Il y en a qui sont intéressés par l'ultra-distance, il y en a qui sont simplement aussi qui sont là pour plus de connaissances. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Arthur. Merci beaucoup PA. Je vais vous faire une conférence aujourd'hui sur la nutrition de l'ultra-endurance. Je suis très ravi de lancer en fait la formation continue au Club du Dimanche. Donc je remercie énormément les 4 fondateurs du Club du Dimanche. Petite prérogative avant de commencer, je me suis rendu compte en fait en préparant cette intervention que c'était un peu cocasse parce que la première conférence parle déjà d'une nutrition du sportif sur l'endurance, mais pas sur les bases de la nutrition du sportif. Donc j'ai été obligé de vous mettre quelques bases par-ci par-là de la nutrition du sportif de manière générale. Je vais aussi vous faire intervenir, parce que sinon c'est chiant. Si je parle pendant une demi-heure, 40 minutes tout seul, vous allez peut-être vous endormir après votre session de run. La présentation est adaptée aussi bien pour les hommes et les femmes. Bien que malheureusement, en fait, en l'état des connaissances actuelles, il y a quand même un gap, un manque par rapport justement à l'étude des athlètes, notamment sur tout ce qui est par rapport à leur cycle hormonal, leur cycle menstruel, qui peut pas mal impacter leur métabolisme et d'autres fonctions, et puis aussi tout ce qui est par rapport à la prise de contraceptifs, qui peut notamment augmenter la rétention d'eau. PA m'a déjà un peu introduit, donc ce qui est important, c'est que je suis diététicien. Je consulte donc à Club du Dimanche le lundi et j'ai une chaîne YouTube de podcast. Et ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est que j'ai une playlist sur la nutrition du sportif, donc qui peut compléter cette présentation. Mais avant, je vais déjà vous faire travailler. J'aimerais un peu savoir, peut-être une ou deux personnes, quelles sont vos représentations par rapport à la nutrition du sportif, qu'est-ce qui vous vient instinctivement par rapport à la nutrition de la performance? Du sucre. Glucides. Lucide. Intéressant, pas mal. Quantité de glucides par heure. Voilà. Moi, ce que je sais de base sur le régime alimentaire du sportif, c'est qu'il n'est pas très très différent d'un régime équilibré pour une personne lambda. Il y a juste un peu les proportions qui changent entre tes protéines, tes glucides et tes légumes et tes apports, mais que tu n'as pas nécessairement de très très grande différence au niveau de ton régime de base, au niveau alimentaire quand tu t'entraînes ou au niveau de la performance. Ça m'embête un peu, vous n'êtes pas tombé dans mon piège. Toi, tu voulais protéines. Non, par exemple, souvent quand on pense, quand on interroge les sportifs et qu'on pense à la nutrition de la performance, la première chose qui vient, c'est les compléments et les suppléments alimentaires, que ce soit des vitamines, des protéines, tout un tas de substances ergogéniques. Mais ça a été cité aujourd'hui, très peu parlent vraiment de finalement ce qu'on mange, les aliments qu'on mange. Et c'est ça qui est le plus important et qui va permettre d'améliorer au final vos performances. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise alimentation de base, vous aurez beau prendre tous les compléments, les suppléments que vous voulez, ce ne sera pas pertinent pour justement avoir une bonne performance. Et à l'inverse, c'est pas parce que vous avez une bonne alimentation, si vous vous entraînez mal, vous n'allez pas non plus performer. C'est logique. Donc je vais faire une première digression sur les compléments alimentaires. Donc là, je vous ai mis la définition de l'Agence européenne de la sécurité de la chaîne alimentaire qui définit les compléments comme des aliments contenant de fortes concentrations de nutriments ou d'autres substances destinés à compléter le régime alimentaire normal. Donc comme je vous l'ai dit, souvent les sportifs ils pensent d'abord aux compléments alimentaires avant de penser à l'alimentation de base. Il y a énormément de compléments différents sur le marché, mais malheureusement l'efficacité de ces substances est très peu prouvée. J'ai trouvé des intérêts pour 5 substances qui seraient vraiment potentiellement favorables pour le sportif, tout sport confondu, pas forcément sport d'endurance ici. Donc il y a la caféine, la créatine. Créatine, c'est quand même plus spécifique au sport de force, mais apparemment ça augmenterait aussi l'endurance musculaire. La bêta-alanine, qui est un acide aminé qui agirait comme un tampon intracellulaire avec l'histidine. Les nitrates, c'est pour augmenter l'oxygénation des muscles. Et bien évidemment, les suppléments protéiques, surtout dans les sports de force, type bodybuilding, musculation.
Il y a aussi une grande différence entre compléments alimentaires et suppléments alimentaires. Donc, tout est dans le nom, en fait. Les compléments alimentaires, ça sert à compléter ses besoins. Tandis que les suppléments, c'est souvent quand on en prend par nous-mêmes, sans recommandation d'un professionnel de la santé ou de son médecin, et qu'on dépasse les doses recommandées. Il y a forcément un marketing assez puissant autour de ces substances parce que c'est une véritable industrie, c'est un gros business, le business des compléments alimentaires. Et c'est pour ça que, par exemple, vous voyez souvent au-dessus d'une étagère de vente de compléments alimentaires, la nutrition fait 70% de la performance et 30% c'est l'entraînement. Ça, c'est totalement faux. Il y a plein de facteurs qui participent à la performance. Et la nutrition est un de ces facteurs, mais c'est absolument pas le seul. Et ce n'est pas non plus le plus important. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, l'entraînement est beaucoup plus important au final que l'alimentation. Je vous ai quand même mis la source si ça vous intéresse d'aller plus loin sur les compléments alimentaires qui seraient potentiellement bénéfiques dans les sports. Donc, en conclusion, c'est absolument pas indispensable. Actuellement, la recommandation par rapport à la nutrition du sportif, c'est ce qu'on appelle la food first approach. Donc, on va d'abord se baser sur une alimentation équilibrée, saine et variée, et ensuite seulement, un peu comme la cerise sur le gâteau, on va y ajouter, selon les besoins, des compléments alimentaires. Et c'est vraiment au cas par cas. Deuxième digression. Je vais faire, comme j'ai dit, pas mal de digressions. J'ai énormément de thèmes pour d'autres conférences, dont les croyances et les mythes en nutrition du sportif. Ici, je vais vous présenter deux régimes qui sont fortement plébiscités chez les sportifs et notamment chez les sportifs d'endurance. Donc, c'est notamment le low carbs et la diète cétogène. Alors, le low carbs, donc c'est comme j'ai dit extrêmement plébiscité, surtout en période de perte de poids chez les sportifs notamment. C'est un régime qui est très pauvre en glucides, simple et complexe et hyper protéiné. Malheureusement, ce n'est absolument pas adapté aux besoins spécifiques d'un sportif, surtout dans le cadre de la performance. Il faut être très vigilant à ne pas tomber justement dans ce qu'on appelle le déficit relatif en énergie. C'est un nouveau terme qui a été défini par le comité olympique en 2014. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est-à-dire dans une période plus ou moins longue d'apport énergétique relativement bas, on peut tomber dans ce syndrome qui altère tout un tas de fonctions et notamment la performance sportive et les risques de blessures. C'était beaucoup étudié avant chez la femme athlète, contrairement aux besoins énergétiques de la femme. Les REDS ont été, je vais dire initiés par justement ce qu'on appelait l'anorexie de l'athlète, parce que tout simplement c'était plus facile à diagnostiquer. On parlait notamment de la triade de l'athlète, qui était une absence de menstruation, une diminution de la densité osseuse et une sorte d'anorexie. Donc on n'était pas jusqu'à l'anorexie mentale, mais c'était une diminution des apports. Chez les hommes, un des indicateurs émergents pour justement diagnostiquer ou repérer ce syndrome multifactoriel qui touche vraiment tout l'organisme, c'est la diminution des érections matinales et une faible libido. Mais ce n'est pas encore fiable et validé à 100%, mais c'est des indicateurs émergents. Et ça va vraiment à l'opposé de ce qu'on cherche dans une alimentation de la performance. Alors, sa petite sœur, je dirais, la diète cétogène, c'est assez marrant parce qu'en fait, le régime cétogène, à la base, ça avait été indiqué pour les épilepsies réfractaires résistantes aux médicaments. Et ça a été repris dans le monde du sport. Et au final, en fait, les sportifs, ils font un régime cétogène. Souvent, ils font en fait un low carb. C'est-à-dire que dans le régime cétogène thérapeutique classique, c'est jusqu'à 70 à 80% de son alimentation en lipides, donc en graisse. Voilà, c'est absolument impossible à tenir sur le long cours et absolument impossible pour performer en tant que sportif de haut niveau ou en tout cas en amateur. Donc pour moi, voilà, c'est absolument pas un régime conseillé pour le sportif. Et des effets de ce régime, par exemple sur les stocks de glycogène intramusculaire et hépatique. Il y a certains sportifs d'endurance qui préconisent
des suppléments de corset tonique pour les sports d'endurance, mais il n'y a aucun consensus clair à ce sujet, donc c'est absolument pas recommandé pour l'instant. Donc les points clés de ce mini-chapitre, c'est qu'il n'y a pas d'aliment ou de régime miracle. C'est beaucoup un effet de mode en fait, les régimes. Pour une autre conférence, je pourrais aussi parler de la diète paléo, enfin voilà, les super aliments, etc., etc. C'est vraiment cyclique en fait, ça revient comme ça d'année en année. Le régime sans gluten pour les sportifs, enfin, voilà, il n'y a aucun consensus à ce niveau-là. Et donc l'important, c'est souvent justement de consommer des glucides, comme on va le voir par la suite. Et le problème de ces régimes, c'est que souvent, on switch les glucides vers des régimes hyperprotéinés. Et donc, il faut faire attention au syndrome relatif du déficit énergétique et aux troubles du comportement alimentaire qui peuvent être liés à des modes de consommation un peu restrictifs. Donc du coup, petit rappel sur qu'est-ce que l'alimentation équilibrée. Donc ici, je vous ai remis la pyramide alimentaire officielle en Belgique. Je ne vous ferai pas l'affront de la parcourir avec vous, mais juste pour vous dire voilà, qu'il n'y a pas de régime spécifique, pas d'interdit alimentaire, justement pour éviter les troubles du comportement alimentaire. Même le sucre et les extras chez les sportifs, ça peut être autorisé si c'est bien encadré. Et donc on est beaucoup sur une alimentation qu'on appelle méditerranéenne. C'est un peu le régime type qui est promu par la science pour notamment avoir une bonne alimentation et aussi pour prévenir les pathologies chroniques. Donc c'est quoi une alimentation méditerranéenne? C'est une alimentation qui est riche en fruits, en légumes, en légumineuses, en céréales complètes, de préférence brutes. Donc on va revoir après le concept d'aliments ultra transformés juste après, avec des très bons lipides, c'est-à-dire oméga 3, oméga 6, oméga 9. On va quand même essayer de diminuer tout ce qui est viande rouge, et surtout charcuterie ultra transformée, plus de viande blanche, de poisson, de crustacés, et surtout une bonne hydratation et moins d'alcool. C'est difficile en Belgique, mais c'est important de le signaler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez me regarder, j'apprends rien, c'est super. Il y a une raison. La raison, elle est là. C'est que 90% des coureurs amateurs de marathon estiment que l'alimentation est essentielle pour la performance sportive, et pourtant, il y en a très peu qui respectent ces principes de base. Donc comme j'ai dit, on met l'alimentation équilibrée en avant et ensuite on voit si on doit ajouter des compléments alimentaires. On y est sur la partie sur les aliments ultra transformés. Ça aussi, ça peut être un sujet de conférence annexe. Donc c'est des aliments qui ont subi des modifications biologiques, physiques et chimiques assez drastiques, souvent par l'industrie agroalimentaire. Et en fait, ça produit des matrices alimentaires qu'on appelle artificialisées, donc qui sont beaucoup plus digestes, plus friables. Et donc, tous ces aliments en fait, ont été liés à tout un tas de pathologies chroniques par les études épidémiologiques. Et il commence à y avoir quelques études cliniques qui arrivent par rapport à ces aliments ultra transformés, mais c'est toujours compliqué parce que c'est difficile de faire valider un protocole expérimental alors qu'on sait d'avance qu'il y aura un effet négatif pour la santé des participants. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile d'avoir des études cliniques sur les aliments ultra transformés. C'est les écoles qui s'acceptent pas ça? Chaque protocole d'essai clinique doit être validé par un comité d'éthique. Ouais, c'est ça. Vu qu'ils savent que c'est d'office négatif, ils disent non, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, on ne veut pas faire... Du cholestérol également des gens. C'est ça. Pas forcément que le cholestérol, mais on évite souvent, quand on sait que ça aura un impact négatif sur la santé des participants, de le faire. Ça a déjà été fait, notamment par un chercheur américain, qui avait montré justement qu'en 2 semaines, on avait déjà des modifications au niveau de la prise de sang, etc. Donc voilà, il y a des données, mais c'est vrai que ce n'est pas encore bien poussé. Il y a quand même des effets positifs. C'est des aliments qui sont facilement consommables. Ils ont une bonne durée de conservation. Comme ils sont dans un circuit alimentaire, je vais dire, au niveau de la qualité et l'hygiène, c'est quand même beaucoup plus contrôlé. Mais malgré tout, voilà, il faut les limiter dans son alimentation. Tu saurais expliquer ce que c'est une matrice artificielle? En fait, la matrice, c'est la structure d'un aliment, tout simplement. C'est un beau nom pour juste dire la structure d'un aliment. Et artificialisé parce qu'en fait, ils assemblent des composés pour recréer un aliment. Donc c'est pour ça qu'on dit une matrice artificialisée. Par exemple, ta chips, ça n'a plus rien à voir avec une structure de pommes de terre.
Je vais refaire appel à vous. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait influencer la performance dans les sports d'endurance? On commence tout doucement à rentrer dans les sports d'endurance. Hors nutrition. Le sommeil. C'est un facteur, oui. Entraînement, oui. Quoi d'autre? Le mental, ouais, c'est vrai. Je suis pas sûr que j'ai bien entendu. Pardon, le sommeil? J'ai dit hors nutrition. Je suis polyvalent. Je suis polyvalent. Alors, ça tombe bien, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, j'ai trouvé cette étude sympathique de chercheurs suisses. Ils ont fait une revue de la littérature sur notamment tout ce qui était participants de semi-marathon. Ils ont aussi comparé ça avec des participants de marathon. Et ils ont relevé principalement 3 facteurs indispensables à la performance chez le sportif, en tout cas de l'ultra-endurance. Il y a notamment la capacité aérobique. Donc, la consommation notamment maximale d'oxygène, la VO2 max, le seuil anaérobie et ce qu'on appelle l'économie de course. Ça, c'est pour les sportifs d'endurance. Il y avait, là, comme tu l'as cité, il y avait tout ce qu'il y a autour des entraînements. Et c'est ce que je vous dis aussi depuis le début. Si vous ne vous entraînez pas, ça ne sert à rien de penser que vous allez être performant sur un marathon ou encore pire sur un ultra-marathon ou un ultra-trail. Il y a toute l'expérience sportive qui est à prendre en compte dans les sports d'endurance. Il y a les séances hebdomadaires, la fréquence des courses, la distance, etc. Et enfin, il y a les scores d'adiposité, donc c'est tous les indices, notamment de masse corporelle, le pourcentage de masse grasse. Voilà, les épaisseurs de plis cutanés, c'est aussi un reflet de la masse grasse. Donc c'est pour ça que je ne suis pas dans l'ultra-endurance personnellement. J'ai repéré d'autres paramètres dans le texte de cette revue. C'est un peu dommage parce que on voit que la biologie nous rend un peu inégales les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que la génétique et l'ethnie peuvent fortement jouer sur les performances dans un sport donné. C'est très cliché, mais apparemment, là, dans cette revue, ils ont cité qu'ils ont remarqué qu'en Suisse, les finishers de semi et de marathon, les plus performants, c'était des Éthiopiens et des Kenyans. Donc des ethnies et des morphologies qui favorisent un sport plutôt qu'un autre. Il y a l'âge aussi, ça c'est une bonne donnée. Je ne pensais pas que c'était aussi vieux pour être performant en semi. Donc jusqu'à 27 ans, ça semble être... c'est très vieux, moi je trouve ça... Et pour vous dire, dans les marathons, c'est encore plus vieux. Donc c'est bon signe pour les trentenaires. C'est bon signe pour les trentenaires, parce que pour les marathons, c'était plus les trentenaires. Mais ça, c'est aussi logique, c'est parce que, comme on l'a vu juste au-dessus, l'expérience dans les sports d'endurance est un facteur quand même important. Il y a ce qu'ils appelaient le pacing, donc ils appelaient ça la capacité inconsciente ou consciente de pouvoir maintenir une performance. Et ils ont cité notamment justement la capacité à maintenir une allure tout au long d'un run, c'est-à-dire que ces sportifs qui finissaient les semis dans de bonnes conditions et très rapidement ne faisaient pas, 25 km/h les 5 premiers kilomètres et puis ensuite ils redescendaient à 10 km/h par exemple. Ils avaient une allure constante. Et après, il y a tout ce qu'il y a autour, la technologie, donc par exemple des chaussures adaptées, etc., qui peuvent améliorer les performances. Je vous ai juste rajouté cette étude pour vous rappeler que ce n'est pas parce que vous voulez performer dans l'ultra-endurance que ça vous exempte de faire des exercices de résistance. Donc il y a ce papier notamment qui montrait un intérêt de tout ce qui est musculation, etc. Sur la performance sportive et là notamment sur l'économie pendant la course. Je vais vous ressolliciter. C'est quoi votre top 3 en nutrition cette fois-ci par rapport qui pourrait expliquer la performance dans l'ultra-endurance? Durant l'effort. Notamment, oui. Hydratation. Les glucides. Et les protéines. Aïe. On va le voir. Vous êtes fort, c'est pas possible.
C'est mon top 1, donc c'est subjectif. Je dirais qu'entre le top 1 et le top 2, ça se vaut, il n'y a pas vraiment de meilleures substances ou nutriments l'un que l'autre. Donc voilà, c'est pas basé sur la science, là c'est vraiment ce que j'ai remarqué en parcourant la littérature et voilà, c'est très subjectif. Mais donc effectivement, quand on sait qu'on est fait, en tout cas dans notre tranche d'âge, donc c'est-à-dire 20-30aine, de 70% d'eau, forcément ça paraît logique que maintenir une bonne hydratation tout au long de sa course ou même en hors saison, ça peut être un facteur déterminant de la performance sportive. Donc là j'ai mis quelques recommandations, donc on estime en tout cas sur une saison standard 30 à 40 ml par kilo et par jour. Donc ça équivaut à plus ou moins 1,5 litre d'eau par jour en dehors des entraînements. Donc là il faut augmenter son apport en eau pendant ses entraînements et pendant les compétitions. Il faut bien penser à s'hydrater avant, pendant et après une compétition. C'est parfois difficile à faire passer chez les sportifs d'endurance. Donc un indicateur simple pour savoir si vous êtes bien hydraté, c'est notamment vos urines. Donc s'ils sont foncés, forcément ça veut dire que vous êtes déshydraté. Et donc on vise un objectif d'urine claire. Et il faut toujours, surtout quand on est en compétition, boire avant d'avoir soif. C'est déjà un indicateur en fait qu'on est en situation de déshydratation. Donc voilà, petit conseil pratique, avec un S c'est mieux. Avoir sa gourde personnelle pour pouvoir savoir plus ou moins qu'est-ce qu'on a bu dans la journée et toujours essayer de boire assez régulièrement tout au long de la journée. Et donc voilà, pas attendre la sensation de soif. Et pourquoi c'est relevant? Parce que quand on perd 1% de son poids en eau, on estime qu'il y a plus ou moins 10% de perf en moins. Donc c'est pas négligeable 10% quand on veut performer. Le top 2, c'est les glucides. Alors que ce soit les glucides simples ou complexes, il faut savoir que le glucose, c'est le macronutriment qui est le carburant préférentiel de nos cellules pour produire de l'énergie. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun intérêt pour la performance à vouloir se restreindre son apport en glucides. Ça peut être effectivement parfois intéressant dans le cadre de perte de poids, mais il ne faut jamais que ce soit de très longues périodes. Il y a même des cellules, notamment les cellules nerveuses et les globules rouges, qui dépendent principalement du glucose pour fonctionner. Donc je ne pense pas que ce soit intéressant d'être un peu vaseux au niveau de sa réflexion pendant un effort. Comme j'ai dit, c'est le nutriment qui est souvent exclu d'office par tous ces régimes soi-disant miracles. Et pourtant, c'est le carburant essentiel à la performance. Donc, en phase hors saison, on estime entre 50 et 55% de l'apport énergétique total. Et pendant les compétitions, là, on peut monter jusqu'à 60-70%. On le verra un peu plus par la suite. Donc les besoins sont augmentés juste avant, pendant et après aussi la compétition. Là, je vous ai mis pour information que l'apport recommandé en glucides par heure pendant une course peut varier aussi selon les conditions météorologiques et bien évidemment par rapport au dénivelé. Si vous faites un trail en montagne, etc., ça sera différent que si vous êtes en train de courir un marathon dans une ville, par exemple, au niveau d'un dénivelé assez plat. Donc souvent, on recommande pendant l'effort entre 30 et 60 grammes par heure. Jusqu'à 90 grammes par heure, c'est pour les plus téméreux, parce qu'on estime qu'à partir de 70 grammes par heure, on commence à avoir tout ce qui est des problèmes au niveau des troubles gastro-intestinaux et au niveau des nausées. Donc en fait, ça peut s'expliquer par le fait que la boisson d'effort qui va vous être donnée va être très concentrée en glucides, en glucose, ça va en fait ralentir la vidange de l'estomac. Et donc forcément, en courant avec tous les chocs physiques et mécaniques, vous aurez forcément plus envie d'avoir des reflux. Donc ça, c'est pour les nausées. Pareil pour les troubles gastro-intestinaux, c'est vraiment la concentration en glucides qui fait que ça va faire un appel d'eau en fait dans l'intestin principalement, et donc ça pourra causer des accidents comme des diarrhées ou parfois même des malaises. Enfin bref,
faut être très très rigoureux sur son apport en glucides. Ça se travaille en fait, c'est-à-dire que ce qui fait que vous pouvez passer de 30 à 60 grammes de glucides par heure, c'est l'entraînement. Il faut toujours tester en fait ces boissons d'effort pendant les entraînements et pas arriver comme ça le jour de la compétition avec une nouvelle boisson ou que sais-je. Donc c'est principalement de la tolérance à entraîner en fait votre système digestif. Et tu sais si tu as des différences entre tu vois, une boisson, un gel, une pâte, en termes d'assimilation, est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus facilement assimilables et qui causeraient moins de problèmes de ce type-là ou pas nécessairement? Pas nécessairement. C'est quand même plus facilement assimilable tout ce qui est liquide, donc les boissons d'effort. C'est ce que je vais recommander juste après. Mais le problème en fait, c'est que souvent les gels et les bars déjà tout préparés en fait sont très riches, trop riches en glucides et donc si t'es pas habitué, ça peut vite tourner en nausée ou en troubles intestinaux. Et donc pour toi, les troubles intestinaux, c'est plus lié à la consommation de glucides pendant la course, à ce niveau-là? Ouais, principalement. Ouais, parce que moi, ce que j'avais vu, c'était plus que, en gros, ce qui est modifié pendant l'effort au niveau de ton système digestif, c'est que ton afflux sanguin, il part quand même beaucoup plus au niveau des muscles à ce niveau-là, surtout au niveau des jambes. C'est vrai. Et que du coup, c'était plus le manque de perfusion qui pouvait faire que ton intestin. Ça participe. Ça participe aussi. Ouais. Donc, juste obligé de le signaler, mais ça participe. Okay. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a des adaptations physiologiques à l'effort qui font que forcément, le flux sanguin est redirigé vers les muscles et le cerveau. Et du coup, ça amène à mon autre question, c'est est-ce que du coup, il y a moyen, vu qu'apparemment c'est une combinaison entre ton taux de glucides qui est mal géré, entre guillemets, par ton corps, l'assimilation de ton taux de glucides, et le fait que ton intestin ne soit pas assez perfusé, est-ce que tu as moyen de changer ça, des protocoles, entre guillemets, qui existent pour que ça n'arrive pas, entre guillemets, que tu arrives à augmenter ta quantité de glucides que tu absorbes pendant ton effort, ce qui est hyper intéressant parce que du coup, ton taux énergétique il reste relativement meilleur entre guillemets pendant toute ta course. Oui, bien sûr, comme j'ai dit, en fait, c'est une question d'entraîner son intestin et justement pouvoir assimiler les glucides dans des conditions extrêmes. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment de protocole pour cela, en tout cas à ma connaissance. Mais si je te demande par exemple de combien de pourcents tu pourrais augmenter entre guillemets, on va dire sur une ou plusieurs semaines, il y a une règle à respecter environ. Il n'y a pas de règle. Je suppose que tu peux pas faire du 50% d'un coup. Chaque personne, en fait, chaque sportif est différent avec ça, donc okay. C'est vraiment de la personnalisation. Si tu chies dessus, si tu rentres et tu peut-être que c'est pas fou. Peut-être que 150 grammes de glucides, c'était peut-être un peu beaucoup. Allez, on vient aux protéines. Donc les protéines essentielles pour assurer la réparation des fibres musculaires endommagées justement par l'effort musculaire produit pendant la course et par les chocs mécaniques également. J'ai été assez étonné parce qu'en fait c'est assez négligé des sportifs d'endurance, contrairement justement aux sportifs de force. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous choque ou pas de savoir que les sportifs d'endurance sont ont moins tendance entre guillemets à privilégier leurs apports en protéines pour assurer une bonne performance et une bonne réparation des tissus. Moi j'avais entendu que c'était du coup effectivement bien pour réparer les tissus musculaires, mais qu'en fait en course c'est parfois difficile à digérer. Ouais, tout à fait. J'avais entendu une recommandation de plus ou moins toutes les 3 heures avoir une petite boisson de récupération riche en protéines. Pendant la compétition? Ouais. Plus ou moins toutes les 3 heures par rapport. Sur un concept par rapport backyard ou dernier rendez-vous et tout ça. Tous les 3 heures c'est intéressant, mais pas avoir une flasque carrément quoi. C'est vraiment juste au ravito, tu prends un peu. Plutôt en boisson quoi. Après parfois on peut avoir un peu de viande séchée et tout ça apporte aussi un peu. Parce que les protéines sont plus difficilement assimilables que les glucides. Ouais. Donc ceci, tout est sur la dia. Hein. C'est-à-dire que pour tout ce qui est ultra-endurance, c'est des efforts de plus de 3 heures où on va commencer à penser à inclure des protéines dans les boissons de l'effort ou justement prendre des produits protéinés au ravitaillement.
Sinon, en dessous de 3 heures, il n'y a aucun intérêt à manger des protéines, à part avoir un inconfort digestif, des ballonnements, etc. En saison, c'est de 1,2 à 1,6 g. Pour les sportifs d'endurance, moi je préconiserais plutôt 1,6 g par kilo de poids de corps et par jour. Et en post-entraînement ou compétition, là on part sur, ça c'est assez classique, entre 20 et 40 grammes. Et donc pour le sportif d'endurance, 30 grammes, ça paraît un bon compromis. On est toujours dans la first food approche, donc on essaye d'avoir cet apport en protéines via un repas et des vrais aliments, mais pour l'aspect pratique, c'est vrai qu'à ce moment-là, les suppléments de whey peuvent être intéressants, si vous ne pouvez pas manger tout de suite. Et ça, c'est journalier, du coup. Pardon ? Comme apport, c'est T'as les efforts recommandés, et puis t'as le post-entraînement. Genre qui est journalier, Alors bien sûr, ça paraît évident, le sportif va adapter son alimentation selon les phases de sa saison. Il ne va pas manger pareil quand il est en vacances que quand il est en pleine compétition. Donc c'est un peu ce que je voulais voir avec vous pour la suite de cette session. Alors on va commencer par la période préférée des sportifs, les vacances, notamment, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de saison pour les sportifs d'endurance, mais imaginez-vous que là, vous êtes dans le cadre justement de votre séance de vacances annuelle, estivale ou hivernale, comme vous préférez. Et donc c'est à partir de ce moment-là où justement l'alimentation équilibrée va être importante à maintenir. Parce que l'objectif justement, c'est d'essayer de ne pas prendre trop de poids pour être beaucoup trop lourd et pas assez performant à la reprise de votre entraînement. Je pense on peut essayer de se fixer comme objectif de ne pas prendre plus de 2 kg, 2-3 kg pendant ces vacances annuelles. Donc comme je vous l'ai dit, c'est là qu'on fait intervenir l'alimentation équilibrée. Il faut toujours penser à maintenir une bonne hydratation pendant cette période-là et à limiter l'alcool. Et les sodas, ça peut être un peu compliqué quand on est en vacances. Ne pas abuser des repas plaisir ou des aliments ultra transformés, parce que justement ils sont riches en énergie, en acides gras saturés, en sucre et pauvres en vitamines, oligo-éléments et fibres alimentaires. J'ai une question par rapport à ces aliments ultra transformés, tout ça. Ça sera pour une autre conférence. Il faut garder un peu de teasing. Allez, on en discutera après. Ouais, on peut en discuter après, hein. Je suis libre de discuter avec vous justement autour d'un verre et d'un petit pain surprise. Justement, en parlant de pain, il y en a beaucoup là du pain sur cette photo. Donc là, je vais parler de la nutrition du sportif quelques jours avant la course. Donc là, l'objectif, c'est justement de maximiser ses réserves de glycogène intramusculaire et hépatique. Pourquoi ? Parce que pendant un effort d'endurance, on estime que ces réserves sont épuisées approximativement autour des 1h30 d'effort. Donc la période pour, faire une surcharge en glucides dans son alimentation, c'est entre 3 et la veille de la course, d'ultra-endurance. Donc là, on va se détourner justement de l'alimentation équilibrée. C'est-à-dire que là, on va justement essayer d'augmenter ses apports en glucides. On va être beaucoup moins regardant sur tout ce qui est index glycémique. Donc là, on va justement chercher à avoir des glucides le plus raffinés possible. Par exemple, remplacer le pain complet par du pain blanc, les pâtes complètes par des pâtes blanches. Vraiment essayer d'avoir des aliments le plus digestes possible, tout en veillant à ne pas justement augmenter ses apports énergétiques. Le but, c'est vraiment juste de remplacer pendant cette fenêtre de temps, pas de remplacer, mais d'augmenter ses apports en glucides. Donc c'est pas du gavage. Petit conseil pratique, souvent on recommande du coup pendant cette période d'avoir une assiette qui est constituée à moitié de glucides raffinés. Accentuer le fait qu'on cherche à avoir une alimentation la plus digeste possible, donc on va essayer de privilégier des aliments qui sont pauvres en lipides, qui sont pauvres en fibres alimentaires et ce qu'on appelle aussi les food maps, notamment avec le lactose. Pourquoi ça sort de l'alimentation équilibrée ? Parce que ça veut dire que on va, par exemple, privilégier des légumes cuits au lieu des crudités. On va privilégier des compotés ou des jus à des fruits bruts, ce qui va justement à l'inverse d'une alimentation équilibrée où on fait attention à l'index glycémique. Je vous ai mis un exemple de repas. J'ai essayé de changer de l'assiette de spaghettis. J'ai proposé un petit cabillaud, un quart de l'assiette avec des écrasés de pommes de terre et un écrasé de carottes cuites,
toujours penser à l'hydratation, à 2 verres d'eau, et en dessert, une compote de pommes, par exemple, c'est très bien. Pour tout ce qui est légumes, etc., c'est à la vapeur quand vous dites cuite Tu peux les cuire comme bon te semble, c'est juste qu'il faut que en fait, les fibres soient ramollies. Ok. Pour qu'en fait, les enzymes de ton tube digestif puissent plus facilement les digérer et les assimiler. Donc la cuisson, peu importe, juste. La cuisson vapeur, c'est souvent la cuisson recommandée, en tout cas pour une alimentation de base. Donc tu peux faire vapeur, mais après, rien ne t'empêche de faire à l'étuvée. Enfin, voilà, il n'y a pas de règles. Après, si tu fais à l'étuvée, il faut faire attention à la quantité de matière grasse, notamment de cuisson, puisque justement, on essaye d'éviter de prendre des graisses qui pourraient justement impacter la digestion. Là aussi, du coup, je vous ai mis un plat de purée au lieu de l'assiette de spaghettis, parce que justement, c'est vrai que pour les sportifs d'endurance, c'est très dur de se détacher de cette assiette pré-compétition. Donc voilà, je voulais mettre une emphase un peu sur les pommes de terre qui sont aussi de très bonnes sources de glucides pour le sportif d'endurance. Donc l'objectif de cette phase, c'est d'augmenter encore une fois ses réserves de glycogène intramusculaire et intrahépatique et veiller à être pas déshydraté en fait au niveau de la ligne de départ. Donc on reste sur la même stratégie, une alimentation digeste, riche en glucides raffinés, pauvre en lipides, en fibres alimentaires et en lactose. Le problème de cette phase, c'est que c'est très dépendant d'une course à l'autre, parce que si vous avez votre course qui commence au matin ou qui commence l'après-midi, ça peut être des stratégies assez différentes. Donc par exemple pour le petit déjeuner, si c'est au matin, on estime qu'il faut le prendre 2 heures avant la course au plus tard. Là je vous ai mis un exemple, donc comme je vous l'ai dit, par exemple du pain blanc avec comme garniture de la confiture. Vous pouvez enchaîner avec une compote de pommes ou une crème dessert sucrée et de l'eau. Et si c'est l'après-midi, il faut, voilà, comme j'ai dit, se détourner du repas composé essentiellement de pâtes et bien penser à s'hydrater. Avant la course, il peut être possible, selon l'heure de votre dernier repas, d'inclure des boissons d'attente. Donc c'est des boissons que vous pouvez trouver dans le commerce ou que vous pouvez faire vous-même, qui sont constituées de glucides, de sel et autres électrolytes. Hop. Alors, la partie, je pense, la plus importante pour vous, comment gérer vos apports et prendre en compte les ravitaillements pendant une course. Ce qui est très challengeant, comme on vient de le dire, c'est que notre corps il est soumis à quand même un environnement assez hostile. On est en train de faire un effort et moi, je vais vous demander d'ingérer des quantités plus ou moins importantes d'eau, d'aliments solides ou liquides. Et donc, c'est tout le challenge aussi au niveau du transport de ces aliments. Enfin, c'est vraiment assez compliqué à mettre en place. Et malheureusement, parfois, du coup, on est assez dépendant des points de ravitaillement qui, on va le voir, ne sont pas forcément les plus optimisés pour le sportif d'ultra-endurance. Donc, l'objectif pendant la course, c'est justement de pallier à ces pertes hydriques, notamment dues à la sueur et donc à la perte de sodium qui est important à avoir en tête, parce que si vous subissez une baisse du sodium dans votre sang, donc on appelle une hyponatrémie, vous pouvez aller jusqu'au coma. Donc il vaut mieux prendre en compte le sel aussi dans vos boissons et apporter des glucides, en tout cas au-delà des 1h30 d'effort, et voire des protéines pour les très très longs trails ou très très longs marathons. Il faut faire la distinction entre les boissons énergétiques et les boissons énergisantes. Les boissons énergétiques, c'est vraiment des boissons qui sont conçues et adaptées pour les besoins du sportif. Et ça va un peu à l'opposé des boissons énergisantes qui ont un fort poids actuellement à cause du marketing. Donc les boissons énergisantes, c'est les boissons type Monster, Red Bull, etc., qui sont très riches en caféine, trop sucrées, mal équilibrées au niveau de leur pH, qui contiennent des vitamines, ma foi, pourquoi pas, mais c'est pas forcément intéressant de surcharger encore une fois le tube digestif avec ces vitamines et de la taurine aussi notamment. Donc là, c'est les caractéristiques, je dirais, typiques d'une boisson d'effort. Donc il faut que justement elle soit iso ou hypotonique pour justement éviter les appels d'eau dans l'intestin. Il faut que ça ait un goût agréable parce qu'apparemment,
beaucoup de sportifs d'endurance ont, pendant l'effort, du mal en fait, à consommer des aliments sucrés. Le goût sucré en fait, écœure les sportifs pendant l'effort. Donc voilà, ça c'est aussi, j'imagine, un peu dépendant d'un athlète à l'autre, mais c'est une constance qui revient quand même assez régulièrement dans le ressenti des sportifs. Avoir, donc je disais, du sodium pour prévenir l'hyponatrémie, apporter des glucides, donc jusqu'à 5 à 6% justement de la boisson. Le pH, j'en ai parlé, donc un pH un peu basique pour justement lutter contre l'acidification du corps pendant l'effort, notamment avec la production d'acide lactique par les muscles. Et comme on l'a dit, il faut que ça soit facilement et rapidement absorbé pour que vous puissiez directement l'utiliser et pas consommer justement vos acides aminés issus de la dégradation de vos muscles. Donc tout ça, voilà, je l'ai dit, hein, c'est 1h30 d'effort. Et pour les protéines, c'est plus de 3 heures, mais ça reste encore assez... Il n'y a pas vraiment de consensus autour des protéines dans l'ultra-endurance, à part le fait qu'à un moment donné, si vous faites des courses de plus de 40 km, il y a même des courses de plus de 100 km, à un moment donné, il faut quand même manger des protéines aussi. Mais voilà, pas de consensus sur les protéines dans les boissons d'effort. Et tu sais expliquer du coup pourquoi c'est qu'à partir de 1h30 au niveau des glucides? Donc ça, je l'ai dit, c'est parce que la réserve intramusculaire de glycogène s'épuise. Ouais, donc c'est là à partir de 1h30, tu n'as pas d'impact sur ton glycogène. Pardon ? Tu n'as pas d'impact avant. Ça sert à rien d'en consommer, sachant que comme on l'a vu, ça peut amener des nausées et des troubles. C'est ça, il n'y a pas d'intérêt parce que de toute façon, ton corps sera adapté pour courir la distance via cette énergie stockée dans les muscles et le foie. Okay. Voilà. On passe à des conseils pratiques. Donc moi, ce que je recommande pour les boissons d'effort, c'est de vous la faire maison. Vous savez au moins ce que vous mettez dedans. Et voilà, c'est plus... je veux dire, il y a beaucoup de boissons d'effort dans le commerce qui sont au final pas adaptées. Ils sont beaucoup trop sucrés, notamment. Donc on revient sur la recommandation de tout à l'heure. Moi, je préconise 30 à 60 grammes. Les 90, c'est vraiment pour les sportifs, je dirais, athlètes ou professionnels qui sont suivis, qui ont déjà évalué leur tolérance digestive pendant leurs entraînements. Donc comment on fait une boisson d'effort ? Vous prenez de l'eau plate, pas pétillante, encore une fois pour l'inconfort digestif. Vous pouvez mettre soit de la maltodextrine, soit du saccharose. Le saccharose, c'est du sucre de table classique, ou du miel avec une pincée de sel. Donc moi je recommande le miel parce que le miel est composé d'un mélange de glucose et de fructose. Et que le fructose, en fait, subit des étapes de métabolisation un peu alternatives pour justement être métabolisé en glucose. Et donc, ça va permettre en fait, de répartir votre quantité de glucose dans le sang en fait, plus longtemps. Il existe, comme j'ai dit aussi, des gels et des barres énergétiques dans le commerce, mais ils ne sont vraiment pas toujours adaptés. Mais ça peut être quand même intéressant, justement, d'un point de vue pratique et aussi pour les efforts très très longs, de plus de 3 heures. Et donc, il faut toujours, comme j'ai dit, tester sa boisson d'effort. C'est vraiment essentiel d'avoir ça en tête. On va passer au ravitaillement. Pour les ravitaillements, j'ai envie de vous dire, il faut Oui. J'ai une question tout à l'heure pour la boisson. Les boissons ? Pour la boisson. Ouais. Du coup, si par exemple, tu dis par exemple la préparation maison avec de l'eau et tout, ou du miel et tout, mais si par exemple on prend pour le fructose, on prend des fruits, donc on en fait un smoothie, ça c'est pas l'idéal. Non, smoothie, tu auras trop de fibres alimentaires. Ouais. Non, on essaye vraiment. On essaye vraiment un maximum de diminuer les fibres alimentaires pendant l'effort. Ouais, donc je ne l'ai pas signalé, il existe des sacs d'hydratation, c'est assez à la mode pour tout ce qui est marche en montagne de plusieurs heures. Moi je pense que c'est une bonne alternative d'avoir un sac d'hydratation, ça répartit mieux le poids au niveau du corps. Oui. Ce mélange, je le fais déjà quand je fais des longues distances, par exemple en cyclisme, et je rajoute du gingembre. Non, très mauvaise idée le gingembre. C'est hyper agressif pour ton tube digestif de prendre des extraits de gingembre en plus dans ta boisson. Après, si tu le tolères, pourquoi pas, tu vois.
Parce que ça, comme j'ai dit, ce sera un peu ma conclusion après, c'est que tout ce que je vous dis là, c'est un peu les bases, les aspects généraux, mais après, il y a tout l'aspect personnalisation et ce qui vous convient à vous. Donc si ça marche pour toi, il n'y a pas d'interdit, mais après, moi, je ne le conseillerais pas comme ça de prime abord à une autre personne. Donc je disais, les ravitaux, il faut un peu composer avec, parce que c'est extrêmement dépendant des organisateurs, que ce soit au niveau de leur fréquence, au niveau des kilomètres et leur contenu. Donc il y a peu d'aliments et boissons adaptés. On retrouve des fruits frais, des fruits oléagineux, alors qu'on a dit qu'on essaie de diminuer les fibres et les graisses alimentaires. On retrouve parfois des boissons énergisantes, type Red Bull, etc., qui ne sont absolument pas adaptées. Et parfois, ils mettent quand même des boissons d'effort, mais qui sont beaucoup trop sucrées. Donc, et même parfois de la bière, ça j'ai déjà vu. C'est assez drôle de voir ça. Donc voilà, faites avec ce qu'il y a, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que vous ayez des apports pour faire face à la dépense énergétique, qui est souvent en plus déficitaire chez les participants de marathon. Mais par exemple, s'il y a des fruits frais, juste consommer que le jus du fruit, essayez de ne pas consommer forcément la pulpe. Et moi, je préconise du coup de privilégier votre boisson d'effort maison. Voilà. Alors, on arrive enfin à la récupération après la course. Voilà, vous avez réussi votre ultra-marathon, vous êtes tout content et puis vous sautez sur la bière, les frites et la mayonnaise. Je ne vous jetterai pas la pierre, j'ai déjà fait ça aussi. Donc l'objectif de cette phase, c'est vraiment de compenser justement les pertes hydriques et d'électrolytes, notamment le sodium, et d'essayer de restocker directement ces stocks de glycogène intramusculaire et hépatique, tout en favorisant la réparation des tissus et l'anabolisme musculaire. Donc c'est une des phases les plus sous-estimées chez les sportifs, alors que toute cette partie de récupération et de construction des tissus est hyper importante, en tout cas si vous voulez durer sur le temps. Comme je l'ai dit, faut avoir un apport en protéines, il faut avoir un apport en glucides, il faut continuer à s'hydrater, justement, c'est à ce moment-là où il faut surveiller vos urines également, parce que la déshydratation post-compétition est très fréquente. Oui, non, tu te grattes les cheveux. Non, j'ai une question, mais juste par rapport aux urines, on vous disait tout à l'heure la couleur des urines. Est-ce que la couleur ne peut pas être aussi liée à la quantité de sucre? Par exemple, si on s'hydrate suffisamment mais qu'avec du coca, notre urine elle va quand même... Déjà, tu peux essayer de prendre comme boisson d'effort le coca. Je ne sais pas si tu vas tenir longtemps la course, mais... Je veux dire, est-ce que le fait si on prend notre boisson qu'on a fait maison avec de l'eau et du miel et tout ça, Ouais. du fait qu'elle soit sucrée, est-ce que notre urine... Non, parce qu'en fait, tu vas tellement perdre de l'eau par la sueur qu'en fait, si tes urines sont foncées, c'est vraiment qu'ils ont été concentrés par ton rein et donc que tu es déshydraté. Parce que si tu n'es pas déshydraté et que ton rein fonctionne correctement, tes urines, elles sont claires même si tu bois une boisson sucrée. L'idéal, c'est de prendre un repas complet maximum 2 heures après la course. Si c'est pas possible, on peut retourner sur les suppléments protéinés comme la whey. Et comme j'ai dit, on évite le légendaire combo bière, frites, mayo, burger. Le burger, ça peut être une bonne idée. Le burger, ça peut être une bonne idée. Mais le combo bière, burger, frites, mayo, c'est peut-être même un peu trop agressif pour le tube digestif. Voilà, bon courage pour la route du retour. On arrive à la diapo de Bastien. Alors Bastien, je suis désolé, c'est un peu redondant vu que effectivement tout ce que j'ai dit au préalable s'applique pour les cyclistes. J'ai juste trouvé des recommandations de cette revue de la littérature que je trouve intéressant et qui peut aussi s'appliquer au final à d'autres sports d'endurance. Qui sont que effectivement les glucides, l'apport en glucides revient encore une fois comme facteur important de la performance et notamment dans l'apport énergétique total pour la récupération et pour la compétition, qu'il faut être aidé par un professionnel de la nutrition et pourquoi pas avoir des stratégies justement pour améliorer son microbiote intestinal, mais ça c'est très secondaire. Enfin voilà, ça c'était la petite diapo pour Bastien. Moi, je me demandais juste au niveau du grammage par heure, est-ce que pour les cyclistes, si tu prends, je ne vais pas dire l'effort équivalent, mais tu prends quelqu'un qui fait du trail et quelqu'un qui fait une sortie
voire 90 Ouais. pour les pros et vraiment entraîné? Ou est-ce qu'en cyclisme, du fait d'efforts des fois beaucoup plus longs ou beaucoup plus durs en termes de dénivelé, d'office, même pour un amateur, tu passes d'office sur au-dessus de 60 ou au-dessus de 60? Parce que c'est toujours de toute manière dépendant de l'assimilation du coureur cycliste, quoi. Bah, c'est une bonne question. Je pense que si justement le cycliste, même amateur, a testé sa tolérance au-dessus des 60 grammes, il peut. Ça va faire de l'énergie en plus pour ses muscles. Donc tant qu'en fait ça va pour vous, moi je vous encourage à prendre le plus de glucides possible. Après c'est juste que d'expérience, au-dessus de 70 grammes, il y a des gros risques de troubles gastro-intestinaux, quoi. Bon, on arrive déjà du coup à la fin de cette présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, on garde en tête l'alimentation équilibrée type méditerranéenne avec une diminution des aliments ultra transformés. On garde en tête le concept de mettre en avant l'aliment plutôt que des nutriments, avec une complémentation possible au cas par cas. Je vous ai rappelé mon top 3 des nutriments éléments pour la performance du sportif d'endurance. Faut faire attention, donc, comme je vous l'ai dit, à cette différence entre boisson énergétique et boisson énergisante. La phase de récupération, c'est vraiment essentiel. C'est aussi essentiel que la phase de préparation et d'entraînement et même de l'alimentation pendant la compétition, surtout si vous voulez durer dans le temps. Et donc je finirai avec qu'il faut aussi personnaliser votre alimentation selon vos goûts, selon vos besoins, vos objectifs, votre tolérance, etc. Voilà, ça finalise ma conférence du jour. Je vous ai mis ma petite bibliographie et mes sources complémentaires si vous voulez les consulter. Je peux vous envoyer le diaporama, il suffit juste de me passer votre adresse mail. Et donc voilà, moi je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Et on a mis 1 heure. On m'avait dit de durer 30 minutes. Après, vous avez fait vos questions au fur et à mesure, donc moi je vais m'éclipser.